Votre confiance nous honore, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition sur Évasion Guinée, les titres. Comment prévenir les risques professionnels? Une question qui préoccupe la Caisse nationale de sécurité sociale. Ce jeudi, elle a procédé à une sensibilisation pour prévenir les accidents du travail. C'était à l'occasion de la célébration de la 19e journée africaine de la prévention des risques professionnels. Un nouveau ministre à la tête du ministère de la Culture, il s'agit de Mohamed Amirou Konté, jusque-là secrétaire général du département. Il vient succéder à Ahmed Tidjani Sissé, décédé en janvier dernier. Quelles sont les priorités de ce nouveau premier élément sur dans ce débat info. Et puis, l'Afrique du Sud a célébré mercredi 29 avril 2015 le 21e anniversaire de la fin de l'apartheid. À Conakry, l'ambassade d'Afrique du Sud a mis l'occasion à profit pour parler de ses relations diplomatiques avec la Guinée. Encore une fois, bienvenue à tous. Tout d'abord, l'ambassadeur de la paix a été reçu ce jeudi par le Premier ministre, le chef du gouvernement à la primature. Les deux hommes ont parlé essentiellement de la crise socio-politique que traverse le pays. Et là, Deriba Diaby compte rencontrer les leaders politiques de l'opposition et ceux de la majorité présidentielle pour la reprise sous peu du dialogue. Fallait qu'il avoue pour plus de détails. Comment trouver une issue à l'impasse politique qui perdure? Comment organiser les élections apaisées dans un pays où le tissu social est presque en lambeaux? Ces questions pertinentes étaient au menu de la rencontre entre l'ambassadeur de la paix et le premier ministre chef du gouvernement. Les deux hommes ont passé en revue la crise politique et ses conséquences sur le quotidien des Guinéens. C'est une première que les deux hommes, dit-on sage, planchent sur des questions aussi importantes que les caméras ont été mises à l'écart. Dans les pourparlers, le président de la Fondation Deriba Diaby pour la paix et l'assistance sociale a invité le Premier ministre à faire de la reprise du dialogue politique la priorité des priorités. J'ai entendu des propos rassurants et j'ai vu un Premier ministre serein, j'ai vu un Premier ministre qui écoute non seulement les conseils qu'on lui donne, mais surtout il faut savoir que le Premier ministre est un homme de paix. Le président de la République est un homme de la paix. Et tous les leaders des partis politiques ici en Guinée présents, je sais que ce sont des hommes de la paix. Alors notre pays, la population guinéenne ne demande pas mieux qu'on leur donne aujourd'hui si ce n'est pas la paix. Nous avons besoin de cette paix parce que nous avons besoin que ces pays puissent décoller, que ces pays puissent finir avec les coupures de courant, que ces pays puissent avoir de l'eau, que ces pays puissent avoir des routes dans nos villes. Depuis quelques mois, la Fondation Deriba Diaby a concocté une proposition de sortie de crise qui prend en compte toutes les revendications de l'opposition, les préoccupations de la majorité présidentielle et les contraintes auxquelles la CENI fait face. La mission de l'ambassadeur de la paix est de promouvoir le dialogue social. Moi, en tant que Guinéen de l'étranger qui a vécu dans les pays qui ont connu des soubresauts, nous voyons aujourd'hui la Libye, ce n'est plus un État. Ce n'est plus un pays où on peut fréquenter. Nous voyons la Syrie, nous voyons le Yémen, nous voyons le foyer de tension un peu partout qui nous entoure. Il faut que les Guinéens se donnent la main pour la paix, pour la réconciliation nationale, pour un paix durable. Après la primature, l'ambassadeur de la paix veut prendre le taureau par les cornes. Dans son agenda, il va rencontrer tout d'abord le chef de file de l'opposition, Ella Seloudalen Diallo, puis Sidia Touré, la majorité présidentielle et les responsables de la CENI. Sa démarche vise à trouver une solution au clivage. Il prend l'engagement de réussir là où tous les acteurs politiques ont presque mordu la poussière. Le Parti guinéen pour le progrès et le développement PGPD a présenté à la presse son projet de société et sa position par rapport à la crise politique qui perdure en Guinée. C'était ce jeudi à la maison commune des journalistes de Koleya, ici même à Conakry. Sontifo Rissouma, Fali Guilaboye. Créé depuis 4 ans, le Parti guinéen pour le progrès et le développement, à quelques mois du premier tour de la présidentielle, brise le silence. Au cours d'une conférence de presse, la présidente du parti a présenté son programme de société. Un programme dont les priorités sont la consolidation de l'état de droit et l'épanouissement du peuple de Guinée. La présidente du PGPD, pour la première fois, s'est prononcée sur le bras de fer politique qui divise mouvance et opposition, notamment le mandat des délégations spéciales. On estime aujourd'hui qu'on est dans une situation d'illégalité totale.
les mandats sont échus, je crois qu'on n'a pas besoin de rappeler à l'État son rôle régalien. Quand c'est pour une question de vie ou de mort, je crois que l'État doit intervenir. Quand il s'agit d'un consensus, même quand c'est verbal, l'éthique, la morale et la déontologie voudraient qu'on le reconnaisse. Donc l'État, dans son rôle régalien, on n'a pas besoin de lui rappeler. Pour la présidente du PGPD, le pouvoir n'est pas le seul bouc émissaire de la crise politique. Nous sommes maintenant dans le champ des élections présidentielles. Je crois que l'opposition, les teneurs de l'opposition doivent comprendre que c'est eux qui ont fabriqué les délégations spéciales. Et ce pouvoir va en user pour les mêmes fins. Mais ce qui reste clair, le combat qu'ils mènent aujourd'hui par rapport aux élections, je crois que c'est un combat noble. Moi, je le reconnais cela. Mais encore, la fibre patriotique doit exister. Il faut que l'opposition accepte de venir autour de la table pour discuter, parce qu'on est maintenant dans le champ des élections présidentielles. S'agissant de son chemin d'assaut politique, la présidente du parti ne passe pas par 4 chemins. Nous avons une idéologie social-démocrate qui défend la liberté de tous, qui défend la solidarité entre tous et qui défend la justice sociale. Donc un camp qui pourrait se lancer dans cette idéologie, dans cette bataille, on va converger avec ce camp-là. C'est vrai qu'on va me dire que le président de la République, il est social-démocrate, ce qui est tout à fait normal, mais je disais tout de suite qu'il ne peut pas vivre plus de 30 ans dans une des nations les plus démocratiques au monde et qu'il ne puisse pas nous ramener quand même les valeurs élémentaires de cette démocratie. Je ne peux pas concevoir aujourd'hui qu'on puisse tirer à bout portant sur des enfants, qu'on puisse assassiner des cadres, qu'il n'y ait pas d'enquête. Bintou Touré s'est dit prête à affronter le président Alpha Condé dans les urnes au 2e tour de la présidentielle. Dans cette édition également, le collectif des jeunes fonctionnaires engagés mais non pris en charge depuis 2008 était dans les rues encore ce jeudi. Ces jeunes manifestants protestent contre, disent-ils, la mauvaise volonté du ministre de la fonction publique et certains de ses collaborateurs à satisfaire leurs revendications. Il accuse Sékou Kourouma d'avoir organisé des engagements frauduleux de certains de ses proches à la fonction publique. Mania Condé. Ils ont été engagés depuis 2008 à la fonction publique et laissés pour compte jusqu'à nos jours. Ces jeunes fonctionnaires non pris en charge par l'État guinéen ne cessent de réclamer la prise en compte de leurs revendications. Réunis encore en centaines ce jeudi dans les rues à Kaloum, ces manifestants ont brandi des preuves, disent-ils, irréfutables de la mauvaise foi du ministre de la fonction publique et de certains de ses proches de satisfaire leurs revendications. Parmi ces preuves, des arrêtés d'engagement, dit-on, frauduleux des proches du ministre Kourouma, notamment sa fille et son fils adoptif. Depuis 2009 à nos jours, et ils ont fini de régulariser la situation de leurs enfants dans le même dossier là qu'ils veulent boycotter. Nous n'allons plus admettre cela. Je vous en prie, pour preuve, allez-y au ministère de la Pêche. Vous demandez qui est le chef comptable là-bas. Ils vous diront, c'est Nantenin Kourouma, sa propre fille qui est sur un faux arrêté d'engagement 1258. Monsieur Yansane qui parle aujourd'hui, il a sa fille adoptive, Yara Drami. Je dis haut et fort, sa fille adoptive, Yara Drami, qui sert au ministère des Affaires étrangères, qui est sur un faux arrêté. Elle n'a pas fait le recensement biométrique, mais elle est payée chaque fin du mois. Tout est vérifiable, hein? Tout est vérifiable. Que le président sache que Sékou Kourouma n'est pas là pour faire sa promotion. Il est là juste pour faire la promotion des médiocres. Abba Sékou Kourouma, voilà ce que l'on pouvait entendre de ces manifestants. Mais malgré leur colère, ils reconnaissent les efforts du chef de l'État, du Premier ministre et du porte-parole du gouvernement pour leur implication effective dans la recherche d'une solution à leurs problèmes. Ils estiment que leur manifestation de ras-le-bol est loin de toute manipulation politique. Nous ne sortons pas parce que c'est les opposants qui nous poussent ou bien quoi que ce soit. Non, c'est à cause de notre avenir. On a dit, la liste là, nous sommes derrière le professeur Alpha Condé, nous sommes derrière le Premier ministre Saïd Fofana, pas une autre personne. Nous ne sommes pas derrière Sékou Kourouma. Nous ne sommes pas derrière Sékou Kourouma, qu'ils l'entendent. Il est jaloux du Premier ministre. Il a même accusé le Premier ministre à cause de ce dossier. Donc nous ne sommes pas des inconscients, nous ne sommes pas des malhonnêtes.
Ces fonctionnaires non pris en charge mettent en garde le ministre de la fonction publique et son chef de cabinet contre la publication de toute liste d'engagement à la fonction publique avant leur prise en charge. Les étudiants de l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée ISEG de Lambagne demandent l'annulation des mentions sur leur diplôme. Ils exigent aussi leur prise en charge par l'État à la fin de leur cycle et dénoncent enfin ce qu'ils appellent le manque de respect à leur égard de la part des professeurs. Les responsables de l'ISEG soutiennent qu'il existe depuis 2007 un règlement d'études qui définit les mentions sur tous les diplômes dans leur institut. Reportage grand format ISEG avec Maurice Sidibé et Igatou Diallo. Les étudiants de l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée, ISEG, demandent l'annulation pure et simple des mentions sur leur diplôme. Ils revendiquent aussi leur prise en charge par l'État après les études et déclarent qu'il n'y a aucune considération à leur égard de la part des professeurs. Cet étudiant a reçu l'anonymat. Première position, c'est que le mouvement est recommandé à ce qu'on enlève les mentions sur le diplôme. Ça a été le premier point que les étudiants ont réclamé. En deuxième position, il y avait un contrat qui existait entre l'État et l'ISEG. Depuis 2012, nous constatons que ça n'est pas le cas. Est-ce que vous comprenez? Là, ça, c'est le deuxième point de revendication. La prise en charge des étudiants sortants. Maintenant, à partir du moment où le texte est pour tout le monde, c'est-à-dire le mouvement aussi consiste un peu à soulever un point autour de ça. C'est-à-dire il faut faire recours aux étudiants sortant de l'ISEG pour faire le texte. Il y a aussi le non-respect des professeurs à l'égard des étudiants. Le mardi passé, un mouvement de revendication a été mis en place par les étudiants de la 4e année. Après sa mise en place, la direction générale de l'ISEG a rencontré ce mouvement pour trouver un consensus aux problèmes qui opposent les deux parties. Le mouvement, je peux dire, ça continue. Parce que, d'abord, les points énumérés, on n'a pas eu de solution fiable. On n'a pas eu de solution s'il faut. Mais, vous savez, avant même le mouvement, je veux dire, il y a eu, s'il faut, des policiers, des forces de l'ordre qui sont venus à la recherche de monsieur. Les responsables de l'ISEG de Lambagne soutiennent qu'un règlement des études élaboré depuis 2007 exige l'application des mentions sur les diplômes. On a un règlement des études dans lequel les mentions sont bien listées. Ce n'est pas que le directeur et ses adjoints ou les chefs de département donnent délibérément des mentions aux gens. C'est un règlement des études signé depuis le 11 octobre 2007 par le ministre Soiré à l'époque. Ça en fait foi. Dans ce règlement, nous, on a des exigences. Si vous me permettez, je vais ouvrir ce règlement aux pages indiquées. Vous allez voir qu'il y a toutes les mentions. Des articles 116 à 120. C'est l'article 120 surtout qui fait cas des mentions. Mention très bien pour les moyennes égales ou supérieures à 10. Mention bien pour les moyennes générales compris entre 7 et 8. Il y a aussi la mention assez bien, la mention passable et même sans mention. Mais depuis un peu longtemps, ces mentions, on ne donne pas. Déjà, une commission ad hoc s'attelle sur le contenu d'un nouveau règlement sur le mode d'attribution des mentions aux étudiants et très bientôt il sera soumis au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a déclaré le directeur général de l'ISEG. Autre titre de cette édition, la Caisse nationale de la sécurité sociale a célébré ce jeudi à Conakry la 19e journée africaine de la prévention des risques professionnels. Au cours de cette célébration, les responsables de la CNSS en ont profité pour faire la situation des accidents de travail en Guinée et les moyens de prévention des risques professionnels. Nadi Camara, Alpha Marla.
C'est sous le thème « Renforcement des capacités des structures de la santé et sécurité du travail » que cette 19e journée africaine de la prévention des risques liés au travail a été célébrée ce jeudi à Conakry. La Caisse nationale de sécurité sociale a profité de cette occasion pour faire la situation des accidents de travail dans le monde. Le BIT estime à plus de 53 000 le nombre de décès imputables au travail en Afrique subsaharienne, d'où la nécessité pour les différents acteurs de développer ensemble de bonnes politiques de prévention pour éviter au monde les 250 millions d'accidents de travail par an et qui coûtent 4 fois le PIB mondial, soit 5% des besoins des pays en développement. Les autorités guinéennes s'engagent à assurer la protection des personnes dans leur lieu de travail. Renforcement des capacités des structures de la santé et sécurité du travail et des compétences des acteurs me donne l'occasion de réaffirmer l'engagement du président de la République, le professeur Alpha Condé, et du gouvernement pour promouvoir la santé et la sécurité au travail par les techniques modernes à la hauteur des enjeux de notre temps. Les accidents de travail sont très fréquents en Guinée. La Caisse nationale de sécurité sociale compte s'impliquer davantage dans la réduction des risques professionnels dans le pays. Pour réduire les accidents de travail par la Caisse, nous sommes d'abord un instrument de contrôle, mais de conseil et de soutien aussi que nous faisons aux entreprises. Nous développons, ou nous allons plutôt développer dans les semaines ou mois à venir, des activités de mise en place, par exemple, des comités de santé et sécurité au travail. Ces comités ont des rôles importants à jouer parce que simplement ce sont des comités paritaires, donc un comité dans lequel se réunissent, se retrouvent les employeurs et les travailleurs. Ensemble, ils vont discuter pour avoir une vision commune des différentes stratégies qu'ils peuvent mettre en place au sein de l'entreprise pour faire barrage aux accidents de travail. En cette période de mondialisation et de l'industrialisation, la prévention des accidents de travail doit être l'affaire de tous. Cela permettra d'assurer une meilleure protection des gens dans leur milieu de travail. Autre célébration mercredi, c'est celle du 21e anniversaire de la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. En Guinée, l'occasion a été mise à profit par les deux pays pour parler de leurs relations diplomatiques. La cérémonie a mobilisé membres du gouvernement, institutions internationales et corps diplomatiques accrédités en Guinée. Lansana Traoré. C'est l'hymne national guinéenne et sud-africaine qui ont ouvert le bal de ce 21e anniversaire de la libération de l'Afrique du Sud, qui marque la fin de l'apartheid dans ce pays. Il marque également les 20 ans de relations diplomatiques entre la Guinée et la nation arc-en-ciel. Cette journée du 27 avril coïncide avec un autre événement tout aussi significatif, celui des 20 ans d'existence des relations diplomatiques entre nos deux pays, relations qui plongent leurs racines dans le combat pour la libération du continent africain. Elles embrassent de nos jours des domaines variés et constituent le garant d'une coopération encore plus avantageuse dans laquelle nos peuples respectifs pourront tirer d'énormes dividendes. La Guinée et l'Afrique du Sud, deux pays liés par l'histoire, ils comptent solidifier leurs relations, surtout en cette période sanitaire due au virus Ebola. Et du point de vue des deux pays, il ne fait aucun doute que leurs relations sont sur la bonne voie. Dans la même optique, les deux pays sont conscients qu'il reste beaucoup à faire dans les domaines du commerce, de l'investissement et du tourisme. Malheureusement, les interactions entre l'Afrique du Sud et la Guinée ont été sérieusement entravées par l'apparition de la maladie de Ebola. Certains investisseurs sud-africains, bien qu'ils soient restés fidèles à leur volonté de rechercher des investissements en Guinée, n'ont pas pu effectuer leur voyage d'affaires vers la Guinée. Ceci a incité l'ambassade d'Afrique du Sud et le gouvernement guinéen à redoubler d'efforts pour encourager les investisseurs potentiels à visiter la Guinée, malgré l'existence de la maladie. L'Afrique du Sud est toujours aux côtés de la Guinée, surtout en cette période difficile de l'épidémie à virus Ebola. Et ils ont encore réitéré le soutien qu'ils vont apporter au peuple de Guinée après cette période difficile. Et cela dénote de l'excellence des relations entre nos deux pays. Parce que, comme vous le savez, la plupart des dirigeants sud-africains ont connu un passage en Guinée dans le cadre de la lutte de libération nationale. Et aujourd'hui, on est en train de souligner cette excellente relation entre les deux pays.
Il faut noter que la Guinée et l'Afrique du Sud ont tenu en 2014 un second mécanisme structurel bilatéral, Commission conjointe de coopération, en abrégé CCC. La prochaine CCC se tiendra au courant de l'année 2015 ou 2016, selon l'ambassade sud-africaine en Guinée. Enfin, le département de la culture et du patrimoine historique a un ministre après près d'une année de vacances. Dans un décret rendu public hier mercredi, le chef de l'État a fait un mini-remaniement ministériel. Mohamed Amirou Konté, jusque-là secrétaire général du ministère de la Culture, a été nommé ministre du département. Marie-Chela Fofana, reportage. 4 mois après le décès du ministre de la Culture et du Patrimoine historique, le nom de son remplaçant est enfin connu. Il s'agit de Mohamed Amirou Konté, secrétaire général du dit ministère depuis maintenant un an. Cette promotion ne risque pas d'alterner son engagement pour la chose culturelle. Mon engagement pour le développement de l'action culturelle ne change pas. C'est vrai que la tête d'une structure, qu'elle soit une entreprise ou un département, ça dépend du premier responsable. Et ce que nous avons imprimé ici comme démarche, c'est tout le monde qui travaille, c'est pas une personne qui travaille. Donc, pour cela, la démarche ne changera pas. Fervent acteur culturel guinéen, Mohamed Amirou Konté est imprégné des réalités de la culture de son pays. C'est pourquoi, depuis sa nomination comme secrétaire général, un plan d'action a été mis en place pour la relance de la culture en Guinée. Un plan d'action qui, selon lui, est prioritaire. Dans ce plan d'action, vous avez l'organisation des États généraux de la culture. Après, nous avons les quinzaines artistiques que nous voulons organiser cette année. Le dossier est déjà au ministère des Finances pour avoir le financement. Nous avons le Festival national que nous projetons pour 2016. Nous avons d'autres chantiers. C'est la participation de l'État guinéen dans la construction de l'Académie de la percussion à Dubreka. Outre ces projets, la mise en place d'une couverture sociale pour les hommes de culture est plus que nécessaire. C'est vrai que tous les jours, nous, on a reçu des morts, des malades, et on n'a pas le budget pour soutenir ces malades. On n'a vraiment pas de fonds dans la ligne budgétaire du ministère pour soutenir les malades. C'est des cas sociaux, mais si on peut régler le problème de couverture sociale et que cela soit un projet qui soit soutenu par l'État, j'espère que ces gars qui meurent aujourd'hui là à petit feu, ne vont pas, vont avoir une assistance avant de partir. Le mini-remaniement ministériel qui a conduit Mohamed Amirou Konté à la tête du département de la culture a aussi vu la nomination de Boubacar Barry Bigop comme ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises, également la venue de Jean-René Camara à la tête du département de la pêche et le ping-pong continue pour Luceni Camara, désormais ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire. Toujours, malgré la présence de la maladie à virus Ebola, la crise économique et le manque de soutien aux artistes de la structure Benedi Record de Mohamed Ibn Abdallah Oulare compte organiser la 7e édition du Festival international de Manifeste les 1er, 2 et 3 mai à Conakry. À ce propos, une conférence de presse a été organisée au Centre culturel franco-guinéen pour informer la population et les médias du déroulement de ce festival. Au cours de cette conférence, organisateurs et participants ont lancé un appel aux autorités du pays. Oulema Toukoro Diallo. C'est dans la salle de spectacle du Centre culturel franco-guinéen que cette conférence de presse s'est tenue. Objectif, informer la population guinéenne du déroulement de la 7e édition du Festival international de musique Manifeste. Mohamed Ibn Abdallah Oulare, PDG de la structure Benedi Record, après avoir demandé aux artistes de s'impliquer dans la mobilisation pour une bonne réussite de l'événement, souligne quelques difficultés qu'il a rencontrées. C'est quoi ton prix du nouveau hôtel, c'est quoi ton concert ou aller à nouveau hôtel. Là, je vous dis franchement, j'ai beaucoup peur et ça n'a pas été facile. J'ai déposé les dossiers un peu partout. Les dossiers déposés, plus de 50 dossiers déposés. On n'a que 5 partenaires qui sont venus avec nous.
Ce festival qui va regrouper toutes les générations musicales les 1er, 2 et 3 mai 2015 se fera en 3 concerts, dont 2 VIP à l'Hôtel de l'Indépendance et le 3e à l'Esplanade du Palais du Peuple. Benedi Record revient sur le choix des artistes guinéens pour cette année par rapport aux précédentes. Chaque année, quand on organise le festival, on parle de la Guinée, on parle des artistes guinéens. C'est pour ça que cette année, je me suis basé sur les artistes guinéens et dit que et puis vous aussi. Au lieu de ramener de grosses têtes, vaut mieux mettre bien tes artistes, vaut mieux accorder l'importance à tes artistes qui puissent, les grosses têtes qu'on paye à 20 000 euros, à 15 000 euros pour amener être grosses têtes qui sont là pour 3 jours après, j'oublie la Guinée. Je préfère partager ça entre les artistes guinéens pour pouvoir que chacun gagne un peu, que chacun contribue, qu'on parle de la musique en général. Les artistes participant à ce festival se disent satisfaits de leur participation et lancent un appel aux autorités. C'est la 7e édition et moi c'est ma toute première fois d'y participer. Donc c'est une fierté pour moi de participer à ce festival. Si on pense à mettre du paquet sur Gianni Alpha pour qu'il devienne plus que Booba, et si on fait venir un Gianni Alpha sur le festival Manifeste, mais on n'a pas besoin de Booba. On n'a pas besoin de la fouine, mon frère. Donc, aujourd'hui, la principale des choses, c'est quoi? C'est penser franchement à grandir des artistes guinéens. Il n'y a que le seul festival qui vit. Et il y a combien d'artistes urbains aujourd'hui? Travaillons à ce que ces jeunes artistes puissent vivre de leur art. Combien ont sorti des albums? Combien en bénéficient de leur travail? En tout cas, nous, on vous souhaite bonne chance à tous. Cette conférence a pris fin par des prestations artistiques de quelques grandes voix du pays. En interactualité, 14 militaires français mis en cause, certains auraient été identifiés, des soldats accusés de viol sur des enfants en Centrafrique. Ces abus ont été dénoncés par un rapport interne de l'ONU qui a lancé une enquête, tout comme la justice française. Suivez. Ce rapport de l'ONU, resté longtemps confidentiel à l'effet d'une bombe. Il accuse des soldats français de viol sur des garçons âgés de 8 à 15 ans en Centrafrique. Des enfants victimes ou témoins qui livrent des récits jugés crédibles. Le journal britannique The Guardian fait des révélations choc. L'enfant est venu, il lui a demandé en français s'il pouvait avoir des biscuits. Le français a répondu que pour avoir des biscuits, il fallait d'abord lui lécher le pénis. Puis l'enfant a été ramené à la base. Il a été laissé seul avec le soldat. L'homme a mis un préservatif et lui a demandé de faire une fellation. Les faits remontent à 2014, ici, près de l'aéroport de Bangui, dans ce camp de déplacés, sous la protection des militaires français de l'opération Sangaris. Le ministère de la Défense reçoit le rapport accablant en juillet. 2 enquêtes sont lancées, l'une par le parquet de Paris, l'autre par l'armée. Rien n'a filtré jusqu'à présent, mais 9 mois après, le secret est rompu. La grande muette se trouve sur la défensive. On n'est pas en train de cacher les faits, on est en train de vérifier la réalité des faits. Donc on ne peut pas dire autre chose pour l'instant. Les armées n'ont pas rendu public ces événements, tout simplement parce que, dès lors que la justice est saisie, une prise de parole serait faire entrave à son travail. C'est pour ça que nous gardons le silence. Le scandale éclabousse aussi les Nations Unies. L'organisation a suspendu son directeur des opérations de terrain, Anders Kompass, qui a transmis son rapport confidentiel à Paris parce qu'il aurait estimé que le dossier n'avançait pas. Ce cadre suédois fait désormais l'objet d'une enquête interne, car pour l'ONU, rien ne justifie ce changement de procédure. Tout problème concernant l'exploitation ou l'abus sexuel est très important. C'est quelque chose que le secrétaire général prend très au sérieux et que le système de l'ONU au sens large veut résoudre. Le président Hollande promet d'être implacable si les faits reprochés sont avérés. Sur les 14 militaires français mis en cause, quelques-uns sont désormais identifiés. Au Népal, les rescapés du séisme manquent de tout. Il y a aussi cette course contre la montre pour éviter des désastres sanitaires liés à l'eau. 5 jours après la catastrophe, il y a encore de petits miracles, comme nous l'explique ce reportage. Suivez. Tous les sauveteurs veulent porter la civière, participer au miracle. Le corps est frêle, couvert de poussière et de boue. Pemba Lama peine à ouvrir les yeux, après 5 jours passés sous les décombres. Il a 15 ans, il est épuisé et déshydraté, mais il s'est accroché à la vie. À côté de l'ambulance, la foule s'empare du héros, ce soldat népalais qui a trouvé Pemba sous les gravats.
Il m'a dit son nom et qu'il allait bien. Il m'a expliqué comment c'était en dessous pour qu'on puisse le sortir. Une équipe de soldats népalais et de secouristes américains fouillait ces décombres d'une pension ce matin lorsqu'ils ont détecté la présence de Pemba Lama. Le garçon est vivant, chaque minute compte alors. Mais avant de le sortir, les secouristes doivent consolider l'éboulement. Il est enfermé dans une sorte de cavité, protégé par un morceau de toit. Il a un peu d'espace et rien n'est tombé sur lui. Pemba Lama est un survivant. 5 jours après le séisme, les sauveteurs ont désormais peu d'espoir de sortir des ruines d'autres rescapés. Le sauvetage de cet adolescent apparaît comme une éclaircie au milieu de la souffrance et de la douleur des Népalais. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur notre site web www.cropevasionguinée.info. Bonsoir à tous.